Avant de commencer, je voudrais vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre les 1000 abonnés, c'est un objectif vraiment important pour moi. Merci de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ce n'est qu'un clic, mais c'est une énorme source de motivation pour continuer à créer des vidéos. Merci beaucoup à tous. Imaginez musique un instant l'intérieur du palais de Topkapi à Istanbul, en l'an 1650. Plus de 500 musiques femmes vivent enfermées derrière ces murs, des concubines asservies aux princesses musiques impériales et à la mère même du sultan. Parmi elles, se déplaçant silencieusement dans les musiques couloirs de marbre, évoluent 200 hommes qui ne sont plus tout à fait des hommes. Castrés, musiques mutilées, arrachés à leur terre natale d'Afrique et d'Europe musique de l'Est, ces gardiens eunuques formaient la colonne vertébrale de l'un des systèmes musiques les plus complexes et les plus troublants de l'histoire impériale. Mais le plus frappant n'est pas simplement qu'ils, musique, surveillaient ces femmes, mais que certains de ces esclaves castrés sont devenus les figures les plus puissantes, musique, de l'Empire ottoman, capables de destituer des vizirs, de contrôler d'immenses fortunes et de décider, musique, du sort de millions de personnes. C'est l'histoire oubliée des eunuques musiques ottomans, les hommes sans virilité qui ont régné depuis les ombres du harem le plus légendaire du monde. Pour comprendre véritablement le pouvoir et la fonction des eunuques ottomans, musique, nous devons d'abord comprendre le contexte dans lequel ils opéraient. L'Empire ottoman, de son ascension musique au XIVe siècle, à son déclin au XXe siècle, a construit l'un des systèmes palatiaux les plus sophistiqués et hiérarchiquement structurés de l'histoire humaine. Au musique-cœur de ce système se trouvait le palais de Topkapi, résidence officielle des sultans musiques ottomans de 1465 à 1856, date à laquelle il fut remplacé par le palais de Dolmabahçe. Musique. Mais Topkapi n'était pas simplement une résidence royale, c'était musique, une ville dans la ville, un microcosme de l'Empire lui-même, où vivaient des milliers de personnes, des serviteurs, aux membres les plus importants de la famille impériale. Musique. Le harem impérial ottoman, contrairement aux fantasmes orientalistes européens. Musique n'était pas simplement un lieu de plaisir sensuel. C'était le cœur politique et dynastique de l'Empire, où les futurs sultans étaient élevés, où les alliances se forgeaient, et où le pouvoir se consolidait génération après génération. À l'intérieur de ces murs vivaient des centaines de femmes de statuts très divers. Il y avait les carilles, les concubines esclaves musiques, qui pouvaient être promues et capter l'attention du sultan. Les guezdes, celles qui avaient partagé musique le lit du sultan au moins une fois, les iqbals, concubines favorites qui recevaient musique leurs propres appartements, les asaki, les consorts officiels du sultan, et au sommet, la valide sultan, la mère du sultan musique régnant et peu, être la femme la plus puissante de l'Empire. Chacune de ces musiques femmes avait ses propres servantes, ses propres appartements, ses propres aspirations musique et conspiration. Éveillant sur elles toutes, contrôlant chaque entrée et sortie, musique, chaque message envoyé et reçu, chaque visite nocturne du sultan, se trouvaient les eunuques. Mais ces gardiens castrés n'étaient pas, musique, un groupe homogène. Le système ottoman avait développé une distinction musique fondamentale, basée sur l'origine raciale, qui déterminait des fonctions complètement différentes au sein du palais. D'un côté, il y avait les eunuques blancs musique connus sous le nom d'Aa, généralement originaires des Balkans, du Caucase et d'Europe de l'Est. De l'autre côté, il y avait les eunuques musique noirs, les Karas, capturés ou achetés en Afrique de l'Est, principalement en Éthiopie, musique au Soudan et dans les régions environnantes du Haut-Nil. Cette division raciale n'était pas arbitraire, musique, mais reflétait une logique calculée de contrôle et de pouvoir que les Ottomans avaient perfectionné au fil des siècles. Les eunuques blancs sont arrivés les premiers. Pendant les premiers siècles musique de l'Empire ottoman, c'était eux qui dominaient la hiérarchie palatiale. Le chef des eunuques blancs musique portait le titre de Kapia, littéralement la de la porte, et était l'une des figures les plus musiques importantes de l'Empire. Le Kapia supervisait entre 300 et 900 eunuques blancs musique et avait des responsabilités extraordinairement larges. Il était le gardien de la porte du bonheur, la babussade, musique, l'entrée cérémonielle des appartements privés du sultan. Il contrôlait tout le service intérieur du palais, cette bureaucratie complexe musique qui faisait fonctionner la machine administrative de l'Empire. Toute requête, tout document d'État,
Tout message adressé au sultan passait par ses mains. Il était le musique, maître des cérémonies du sérail, organisant les rituels élaborés qui marquaient musique, le rythme de la vie de cour. Il supervisait l'éducation, des pages masculins, les isolants, jeunes garçons recueillis dans des familles chrétiennes par le système d'Efshirm et entraînés pour servir comme musique administrateur et militaire de l'Empire. Le Kapua était également le chef de l'infirmerie du palais. De manière cruciale, il était à l'origine musique, le seul autorisé à parler au sultan en audience privée. Cet accès exclusif à l'oreille du souverain lui conférait un pouvoir immense. Musique, lui permettant d'influencer les décisions impériales, les nominations, les politiques. Pendant musique le XVe siècle et une grande partie du XVIe, le Kapia fut incontestablement musique, la figure eunuque la plus puissante du palais ottoman. Mais alors, quelque chose changea. Un tournant dramatique musique qui allait altérer de manière permanente la structure du pouvoir au sein du sérail. En 1592, sous le règne musique du sultan Murad III, un changement révolutionnaire se produisit dans l'administration du harem impérial. Les eunuques musique noire, qui jusqu'alors avaient occupé des positions secondaires, prirent le contrôle exclusif du harem. Les chefs des eunuques noirs musique adopta les titres de Kuzla Raaz, la des jeunes filles, au chef des servantes. Musique. Et avec ce titre vint un pouvoir, qui finirait par éclipser même celui du Kapua. Les raisons de ce changement musique étaient à la fois pratiques et idéologiques. Les Ottomans croyaient que musique, la différence culturelle et géographique entre les eunuques noirs africains et les femmes du harem. Musique, majoritairement d'origine européenne, caucasienne ou circassienne, offrait une garantie supplémentaire contre tout contact sexuel musique ou lien affectif inapproprié. L'altérité radicale des eunuques noirs musique était considérée comme une barrière plus efficace que la simple castration. Mais il y avait une autre raison, plus subtile et plus révélatrice de la mentalité ottomane concernant le musique, pouvoir et la loyauté. Les eunuques noirs, capturés dans des terres lointaines, complètement déracinés de tout contexte familial ou régional, sans aucune possibilité musique de descendance ou d'établir leur propre dynastie, étaient considérés comme absolument musique dépendants de leurs maîtres impériaux. Cette dépendance totale était interprétée comme une garantie musique de loyauté absolue. Un eunuque n'avait pas de patrie à laquelle retourner. Il n'avait pas de famille musique qui le réclame. Il n'avait pas d'enfant qui hérite de sa position. Son existence, musique entière, dépendait de la faveur du sultan et de son utilité au sein du système palatial. Musique. Cette vulnérabilité extrême était paradoxalement la source de leur pouvoir. Le Kizlar Rahasu devint rapidement l'une des trois figures les plus musiques puissantes de l'Empire ottoman, surpassé seulement par le grand vizir qui dirigeait le gouvernement et le cheikh Islam, la plus haute autorité musique religieuse de l'islam sunnite dans l'Empire. Pensez à la nature extraordinaire de cette position. Un homme qui avait été réduit en esclavage, mutilé et transporté à des milliers de kilomètres musique de son Afrique natale, pouvait s'élever pour devenir la troisième personne la plus influente de l'un des plus grands empires de l'histoire. Ce phénomène révèle à la fois la cruauté et la méritocratie particulière du système ottoman, où l'origine importait moins que l'utilité et la loyauté envers le sultan. Les responsabilités du Kizlar Raaz étaient vastes musique et multifacettes. Sa fonction première était la protection et la supervision de toutes les femmes du harem impérial, les épouses et concubines du sultan, ses filles, ses sœurs, sa mère et toutes les servantes musique et esclaves qui s'occupaient d'elle. Au total, il pouvait y avoir entre 400 et 800 musiques femmes sous sa surveillance directe pendant les périodes d'activité maximale du harem. Le Kizlar Raaz contrôlait absolument musique, toutes les communications qui entraient ou sortaient du harem. Aucun message ne pouvait être envoyé, aucune lettre ne pouvait être reçue, aucune visite ne pouvait être effectuée, musique, sans sa connaissance et son approbation explicite. Cette position de gardien des communications lui donnait accès à des informations musique extraordinairement sensibles sur les complots, les alliances, les rivalités et les secrets d'État. Il organisait musique, l'éducation des concubines, supervisant leur apprentissage de la musique, de la danse, de la poésie, de la broderie, de l'étiquette de cour et des arts
musique, amoureux. Une concubine éduquée avait de meilleures chances de capter l'attention du sultan et de s'élever dans la hiérarchie du harem, de sorte que ses leçons étaient prises très au sérieux. Le Kizlar Aasi musique orchestrait également les rituels complexes des visites nocturnes du sultan au harem. Lorsque le sultan désirait la compagnie d'une musique concubine particulière, c'était le Kizlar Aasi qui conduisait personnellement la femme choisie à travers les couloirs jusqu'à la chambre impériale. Ces visites nocturnes n'étaient pas de simples rencontres fortuites, mais des événements soigneusement chorégraphiés aux implications musiques politiques et dynastiques significatives. En tant que témoin officiel des mariages du sultan et des cérémonies musiques de naissance des princes et princesses impériaux, le Kizlar Aasi jouait un rôle crucial dans la légitimation de la lignée successorale. Dans un empire où la succession au trône musique pouvait déclencher des guerres civiles et où la légitimité des héritiers était constamment musique, remise en question, être le témoin officiel de ces événements était une responsabilité d'une immense importance. Il organisait toute musique, les cérémonies importantes qui avaient lieu dans le harem, mariages, funérailles, fêtes religieuses, circoncision de princes, musique, célébration de naissance. Chacun de ces événements nécessitait des mois de préparation, la coordination de centaines de personnes et une dépense considérable du trésor musique impérial. Mais être la fonction la plus extraordinaire du Kizlar Aas était son rôle d'administrateur de biens. Les principaux eunuques noirs contrôlaient les waqfs les plus riches de l'Empire. Les waqfs étaient des fondations pieuses islamiques, musiques des terres et des propriétés dédiées à des fins religieuses ou caritatives dont les revenus étaient utilisés pour entretenir des mosquées, musique, des écoles, des hôpitaux, des fontaines publiques et d'autres œuvres de bienfaisance. Le Kizlar Aasi était l'administrateur principal des waqfs des deux villes saintes, la Mecque et Médine, les villes les plus sacrées de l'islam. Ces waqfs généraient des revenus massifs, musiques, provenant de propriétés en Égypte, en Anatolie, dans les Balkans et dans d'autres régions de l'Empire. On estime qu'au XVIe siècle, le Kizlar Aasi percevait des revenus annuels équivalents à plusieurs millions de ducats, une musique fortune qui rivalisait avec les budgets d'États européens entiers. Cette richesse n'était pas simplement nominale. Musique. Le Kizlar Aas utilisait ses ressources pour construire son propre réseau de patronage, finançant des mosquées, des écoles musiques coraniques, des ponts, des caravansérails et d'autres œuvres publiques qui portaient son nom et musique perpétuait sa mémoire. Il soudoyait des fonctionnaires, achetait des loyautés, finançait des factions politiques. Certains Kizlar Aas accumulèrent des fortunes personnelles si vastes musiques que lorsqu'ils mouraient, leurs biens confisqués par l'État pouvaient remplir les coffres impériaux pendant des mois. L'histoire de musique Akessira, qui servit de Kizlar Aasu sous le règne de 3 sultans au XVIIe siècle, est particulièrement illustrative. Lorsqu'il mourut en 1746, après 30 ans de service, il laissa une fortune qui comprenait des milliers de propriétés, des bibliothèques entières, musique, des collections d'art et suffisamment d'or et de bijoux pour impressionner même la cour impériale, musique. Son complexe funéraire à Istanbul, qui comprenait une mosquée, une école, une fontaine et sa tombe, reste un monument impressionnant jusqu'à ce jour, musique. Le pouvoir politique des Ixlara atteignit son apogée pendant la période connue sous le nom de sultanat des femmes, approximativement du milieu du Xe siècle à la fin du XIe siècle, lorsque les femmes de la famille impériale, en particulier les mères des sultans, exercèrent une influence politique sans précédent, musique. Pendant cette période, les Kizlar Aas travaillaient en étroite collaboration avec la valide sultane, formant une alliance qui pouvait faire et défaire des carrières politiques musique. Les Ixlara servaient d'intermédiaires entre le harem et le monde extérieur, portant les messages de la valide sultane au grand vizir, transmettant ses désirs et ses opinions sur les affaires de l'État, facilitant ses audiences avec les ambassadeurs étrangers et les fonctionnaires impériaux musiques. Cette position d'intermédiaire donnait aux Ixlara un accès extraordinaire au sultan. Contrairement à d'autres fonctionnaires qui devaient demander des audiences formelles et pouvaient attendre des jours ou des semaines pour voir le souverain, le Ixlara pouvait accéder au sultan pratiquement à tout moment, musique. Il était le seul homme autorisé à entrer dans le harem lors d'urgences nocturnes musique, ce qui signifiait qu'il pouvait atteindre le sultan même dans ses moments les plus privés. Cet accès direct lui un commentaire désinvolte au bon moment, une suggestion murmurée en privé,
Une présentation stratégique d'informations pouvait changer la vie du sultan sur des nominations cruciales, des politiques importantes ou des décisions militaires. Musique. L'histoire de l'Empire ottoman est remplie d'exemples de Xlara qui ont utilisé leur position pour accumuler un pouvoir politique extraordinaire. Le Xlaras Abbas A, qui a servi sous Mehmed IV au Xe siècle, a joué un rôle déterminant dans la déposition de plusieurs grands vizirs, manipulant l'opinion du sultan contre des ministres qui lui déplaisaient ou qui menaçaient ses intérêts. Musique. Le Xlaras Yusuf A, sous le règne de Ahmed III, au début du XVIIe siècle, exerçait une telle influence que les ambassadeurs étrangers savaient que pour obtenir quoi que ce soit à la cour ottomane, ils devaient d'abord gagner sa faveur par des cadeaux coûteux et des promesses de soutien. Musique. Mais le pouvoir comportait aussi des dangers. Musique. La position du Xlara, bien qu'immensément influente, était aussi précaire. Musique. Il servait entièrement à la volonté du sultan et pouvait être destitué, exilé ou exécuté à tout moment s'il tombait en disgrâce. Musique. L'histoire enregistre de nombreux cas de Xlara qui ont été soudainement retirés de leur poste, leurs fortunes confisquées et eux-mêmes envoyés en exil en Égypte ou exécutés sous des accusations de conspiration ou de détournement de fonds. Musique. Cette instabilité inhérente maintenait même les eunuques les plus puissants dans un état de vigilance constante, toujours conscients que leur position dépendait du bon vouloir impérial. Musique. Nous devons maintenant nous demander comment ces hommes parvenaient à ces positions extraordinaires. Quel était le chemin qui transformait un enfant africain libre en un puissant eunuque du palais ottoman? Musique. Le voyage commençait dans l'horreur et le traumatisme dans les terres d'Afrique de l'Est, où les marchands d'esclaves exploitaient des réseaux sophistiqués de capture et de vente. Les enfants destinés à devenir eunuques étaient généralement capturés entre 8 et 12 ans, arrachés à leur famille et à leur communauté par des raids violents ou achetés à des chefs locaux qui avaient fait des prisonniers lors de guerres tribales. Une fois capturés, ces enfants faisaient face à la procédure la plus brutale et la plus dangereuse de tout le commerce des esclaves, la castration. Musique. L'Empire ottoman, paradoxalement, interdisait formellement la castration sur son propre territoire, la considérant comme contraire à la loi islamique. Musique. Cette interdiction signifiait que la castration devait être effectuée en dehors des frontières impériales, généralement dans les monastères coptes d'Égypte. Musique, où des moines chrétiens avaient développé une expertise macabre dans cette procédure. Le voyage lui-même vers ces centres de castration était mortel, de nombreux enfants mourant pendant la marche forcée à travers le désert. Musique. La procédure de castration pratiquée pour créer des eunuques de palais était extrême. Il ne s'agissait pas simplement de l'ablation des testicules, mais d'une castration complète qui comprenait l'ablation du pénis. Cette procédure radicale était effectuée en attachant fermement un cordon autour des organes génitaux pour couper la circulation sanguine. Musique, puis en les coupant avec une lame tranchante. La plaie résultante était cautérisée avec de l'huile bouillante ou un fer rouge pour arrêter le saignement. Un tube d'argent ou de roseau était ensuite inséré dans l'urètre pour maintenir le canal urinaire ouvert pendant la cicatrisation. Musique. L'enfant castré était enterré dans du sable chaud jusqu'au cou, prétendument pour absorber le sang et favoriser la cicatrisation. Bien que cela servait également à l'immobiliser pendant la période critique de récupération. Musique. Les taux de survie étaient effroyables. On estime que 60 à 90% des enfants qui subissaient une castration complète mouraient d'infection, d'hémorragie ou de choc. Musique. Ceux qui survivaient aux premières semaines critiques restaient marqués à jamais physiquement et psychologiquement par l'expérience. Musique. Les effets physiques de la castration pré-pubertaire étaient profonds. Les eunuques ne développaient pas de caractéristiques sexuelles secondaires masculines. Leur voix restait aiguë, ils ne développaient pas de pilosité faciale, ils avaient tendance à développer une répartition de la graisse corporelle plus similaire à celle des femmes, avec une accumulation autour des hanches et de la poitrine. Musique. Beaucoup développaient de l'obésité, des problèmes articulaires dus à la croissance continue des os longs sans la fermeture des plaques de croissance, normalement induites par la testostérone, et de l'ostéoporose à un âge avancé. Musique. Les effets psychologiques étaient tout aussi importants. Bien que plus difficiles à documenter, les eunuques vivaient dans un entre-deux de genre, ni complètement masculin ni féminin, dans une société qui catégorisait rigoureusement les personnes selon le sexe. Musique. Les féminins. Cette position liminale leur conférait certains privilèges, comme l'accès au harem interdit aux autres hommes, mais les marquait aussi comme différents, comme des autres. Musique.
Certains récits historiques suggèrent que les eunuques développaient leurs propres identités et cultures au sein du palais, avec leurs propres codes, loyauté et hiérarchie interne musique. Les enfants qui survivaient à la castration étaient ensuite vendus sur les marchés aux esclaves, où les agents du palais impérial ottoman payaient des prix extraordinairement élevés pour de jeunes eunuques prometteurs musique. Un eunuque noir, jeune et en bonne santé, pouvait coûter 10 fois plus cher qu'un esclave ordinaire, reflétant à la fois la demande et la rareté, créée par les taux de mortalité élevés lors de la castration musique. Une fois achetés par le palais, ces jeunes eunuques entraient dans un monde entièrement nouveau, un microcosme byzantin de hiérarchie, de rituels et d'opportunités musique. L'éducation d'un eunuque du palais ottoman était intensive et prolongée. Ils arrivaient sans connaître la langue turque, sans comprendre les coutumes ottomanes, sans aucune compréhension de l'islam ou de l'étiquette de cour musique. Pendant des années, ils étaient méticuleusement formés à tous ces aspects. Ils apprenaient le turc, l'arabe et le persan, les 3 langues de la haute culture ottomane musique. Ils étaient instruits dans l'islam, mémorisant le Coran et apprenant les rituels de prière et les obligations religieuses. On leur enseignait la calligraphie, la musique et les arts raffinés appréciés à la cour, mais surtout, ils apprenaient la complexe étiquette du palais ottoman, cet élaboré système de gestes, de révérences, de façons de s'adresser aux supérieurs et de protocoles cérémoniels qui régissaient chaque interaction à la cour musique. Les jeunes eunuques commençaient dans les positions les plus basses de la hiérarchie palatiale, effectuant des tâches subalternes comme le nettoyage, le service des repas ou le port de messages musique. Mais pour ceux qui faisaient preuve d'intelligence, de loyauté et de compétences politiques, il existait une échelle de promotion clairement définie. Un eunuque pouvait gravir les échelons depuis apprenti jusqu'à serviteur de rang moyen, puis à des postes de supervision d'autres jeunes eunuques, éventuellement à des rôles d'administration d'appartements spécifiques du harem, et enfin, pour les plus performants, au poste supérieur qui comprenait trésorier du harem, superviseur des cuisines impériales, gardien des portes du harem, et finalement, pour le plus performant de tous, au poste suprême d'Exlar musique. Ce système d'ascension créait une concurrence féroce entre les eunuques. La vie au palais ottoman était pleine d'intrigues, d'alliances changeantes, de faveurs échangées et de trahisons calculées musique. Les eunuques formaient des factions, s'alliaient à des concubines particulières ou à des membres de la famille impériale, participaient à des complots pour élever ou renverser leurs rivaux musiques. Les mémoires et les récits des voyageurs européens qui ont visité le palais ottoman sont remplis de descriptions de ces intrigues complexes, comparant le harem à une cour de la Renaissance italienne dans sa sophistication machiavélique, musique. Le contact quotidien entre les eunuques noirs et les femmes du harem était constant et intime, bien que théoriquement non sexuel. Les eunuques supervisaient les bains des femmes, bien qu'ils restent généralement à l'extérieur de la salle de bain proprement dite musique. Ils organisaient leurs repas, leurs divertissements, leurs leçons éducatives. Ils servaient de confidents, écoutant les plaintes, les espoirs et les peurs des concubines musique. Cette proximité signifiait que les eunuques développaient des relations complexes avec les femmes qu'ils surveillaient. Certaines concubines formaient des alliances étroites avec des eunuques particuliers, les utilisant comme intermédiaires pour communiquer avec le sultan afin d'obtenir des faveurs musique. D'autres voyaient les eunuques comme des geôliers oppressifs, des symboles vivants de leur emprisonnement au sein du harem musique. La question de savoir si les eunuques pouvaient avoir des relations sexuelles avec les femmes du harem a fasciné les historiens et alimenté les fantasmes orientalistes pendant des siècles musique. La réponse historique est complexe. La castration complète rendait impossible la pénétration sexuelle au sens conventionnel. Mais les registres historiques suggèrent que certains eunuques et concubines développaient des relations affectives et potentiellement physiques d'autres manières musique. Les archives judiciaires ottomanes contiennent des cas occasionnels d'eunuques accusés de conduite inappropriée avec des femmes du harem, sévèrement punis lorsqu'ils étaient découverts. La paranoïa concernant ce type de transgression était si intense que certains sultans ordonnaient des inspections physiques périodiques des concubines pour vérifier leur virginité avec des châtiments brutaux pour toute femme soupçonnée d'activités sexuelles non autorisées, musique. Pendant que les eunuques noirs dominaient le harem, les eunuques blancs continuaient d'exercer des fonctions importantes dans d'autres parties du palais. Le contraste entre les deux groupes était marqué non seulement racialement, mais aussi fonctionnellement. Les eunuques blancs supervisaient les zones masculines du palais, formaient musique. Les jeunes pages,
qui deviendraient éventuellement des administrateurs et des officiers militaires, et servaient de liaison entre musique, le sultan et la bureaucratie extérieure. Leur chef, le cap Az, bien qu'éclipsé par l'ascension des Xlara, restait musique, une figure d'une importance considérable, contrôlant l'accès physique au sultan et supervisant les rituels élaborés qui marquaient musique les audiences impériales. La relation entre les eunuques blancs et noirs était fréquemment musique tendue, marquée par des rivalités institutionnelles et raciales. Les deux groupes rivalisaient pour l'influence et les ressources, chacun étant jaloux des prérogatives de l'autre. Les documents historiques font état de disputes sur la préséance cérémonielle, musique, sur qui avait le droit de se tenir le plus près du sultan lors des rituels publics, sur quel groupe devait recevoir des cadeaux plus musiques précieux lors des festivités. Ces rivalités éclataient parfois en confrontations ouvertes, des factions d'eunuques blancs et noirs, soutenant des candidats différents au trône, lors de querelles de succession, ou appuyant des vizirs rivaux dans des conflits politiques. L'institution des eunuques du palais atteignit son apogée au Xe et XVIe siècle, lorsque l'Empire ottoman, tout en commençant à connaître des pressions militaires, musiques et économiques, maintenait encore sa structure de cour élaborée et coûteuse. Durant cette musique période, le nombre d'eunuques dans le palais de Topkapi pouvait atteindre 1000, avec environ 200 à 300 musiques eunuques noirs servant dans le harem et jusqu'à 900 eunuques blancs dans d'autres parties du complexe palatial. Le coût d'entretien de cette armée d'eunuques était considérable. Ils devaient être nourris, musiques, vêtus, logés et recevaient des salaires réguliers du trésor impérial. Les eunuques de haut musique rang recevaient des allocations généreuses, des vêtements luxueux, des appartements privés, et possédaient souvent musique leurs propres esclaves personnels. Mais à mesure que l'Empire ottoman entrait dans le XIXe siècle, des pressions internes, musiques et externes, commencèrent à éroder l'institution des eunuques du palais. Les réformes musiques du Tanzimat, qui cherchaient à moderniser l'Empire selon des lignes européennes, considéraient le harem et ses eunuques comme des symboles du retard oriental, qui devaient être éliminés ou du moins réformés. La pression diplomatique européenne contre le commerce des esclaves, à laquelle l'Empire ottoman commença à être intensément confronté au milieu du XIXe siècle, interrompit l'approvisionnement en nouveaux eunuques d'Afrique. En 1847, l'Empire ottoman signa un traité avec la Grande-Bretagne, interdisant le commerce des esclaves d'Afrique, bien que l'application de ce traité ait été incohérente musique pendant des décennies. Le transfert de la résidence impériale de Topkapi au nouveau palais de Dolmabahçe en 1856 musique marqua un tournant symbolique. Bien que le harem et ses eunuques continuent musique d'exister dans le nouveau palais, leur structure était moins élaborée, leur personnel réduit, leur influence diminuée. Les sultans du XIXe siècle, en particulier ceux influencés par des idées modernisatrices comme musique Abdulmecid Ier, réduisirent consciemment la taille et le pouvoir du harem, limitant le nombre de concubines et d'eunuques et réduisant le rôle politique des femmes impériales et de leurs gardiens castrés. L'abolition formelle de l'esclavage dans l'Empire ottoman en 1908, après la révolution des jeunes Turcs, musique, mit théoriquement fin à l'institution des eunuques, car ils ne pouvaient plus être acquis légalement. Cependant, les eunuques existants continuèrent de servir dans le palais impérial musique jusqu'à la fin de l'Empire. Lorsque Mustafa Kemal Atatürk abolit le sultanat en 1922 et fonda la République de Turquie, les eunuques musiques restants furent libérés du palais. Le dernier eunuque du palais ottoman, un homme nommé Hayrettin, mourut à Istanbul en 1924, à peine 2 ans après l'abolition musique du sultanat, marquant la fin définitive d'une institution qui avait duré plus de 5 siècles. Mais il y eut un autre eunuque dont l'histoire musique est encore plus extraordinaire. Severa, né en Éthiopie vers 1880, fut castré enfant et vendu au palais impérial musique ottoman, où il servit éventuellement dans le harem du dernier sultan, Mehmed VI. Lorsque le sultanat musique fut aboli, Severa se retrouva sans défense, sans moyens de subsistance et sans place dans la nouvelle république laïque musique de Turquie. Il passa des décennies à vivre dans la pauvreté à Istanbul, survivant de charité et de musique, petite pension occasionnelle. Dans les années 1970, des journalistes turcs le découvrirent musique, vivant dans des conditions précaires, et leurs interviews avec lui fournirent certains des derniers aperçus directs de la vie dans le harem impérial. Sevra mourut en 1975, 53 ans après la fin de l'empire qu'il avait servi,
le dernier lien vivant avec le monde des eunuques ottomans. En réfléchissant à l'institution des eunuques ottomans de notre perspective contemporaine, nous sommes confrontés à un phénomène qui défie une catégorisation simple. D'une part, il représente l'un des systèmes d'exploitation humaine les plus brutaux de l'histoire. Musique. Des enfants arrachés à leur foyer, mutilés de manière atroce, réduits en esclavage et dépouillés musique de leur identité d'origine. La souffrance physique et psychologique infligée à ces individus musiques est presque inconcevable pour nous aujourd'hui. D'autre part, le système créait des opportunités de mobilité sociale et de pouvoir qui étaient extraordinaires pour leur époque. Un esclave castré pouvait s'élever pour devenir l'une des personnes les plus puissantes de l'un des plus grands empires du musique monde, contrôlant d'immenses fortunes et exerçant une influence sur des millions de personnes. Ce paradoxe révèle quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir dans les empires prémodernes. Médis, les Ottomans, comme de nombreuses autres dynasties impériales, musique de la Chine ancienne à l'Empire romain, découvrirent que les individus musiques, les plus vulnérables et dépendants, pouvaient devenir les agents les plus loyaux et efficaces du pouvoir impérial. Les eunuques, sans famille propre, sans possibilité d'établir musique des dynasties rivales, sans loyauté divisée envers des régions ou des groupes ethniques spécifiques, pouvaient être façonnés en instruments parfaits de la volonté impériale. Leur vulnérabilité même devenait leur plus grande force au sein du système. Musique. Les eunuques ottomans révèlent également les intersections complexes de race, de genre, de sexualité et de pouvoir dans une société prémoderne non occidentale. La division entre eunuques blancs et noirs, avec leur musique, fonctions et hiérarchies différentes, démontre comment les catégories raciales opéraient dans le monde ottoman de manière à la fois similaire et différente des conceptions européennes contemporaines. L'état liminal des eunuques musiques en termes de genre, ni complètement masculin ni féminin, leur permettait de traverser des frontières sociales musiques qui étaient absolument infranchissables pour d'autres. Ils pouvaient entrer dans des espaces féminins interdits musique aux hommes intacts, mais aussi exercer une autorité publique d'une manière interdite aux femmes. L'héritage des eunuques ottomans musiques persiste dans la mémoire culturelle turque et dans l'imagination mondiale concernant le monde islamique, musique, historique. Les magnifiques monuments architecturaux construits par de puissants eunuques musiques parsèment encore Istanbul. Mosquées, fontaines, écoles coraniques, complexes de bienfaisance portent leur nom. Les chroniques historiques ottomanes sont remplies de références à ces hommes extraordinaires, leurs intrigues, leurs réalisations, leurs chutes dramatiques du pouvoir. Dans la culture populaire, des romans historiques aux séries télévisées, les eunuques du harem ottoman continuent de fasciner, bien que les représentations soient souvent inexactes, romantisées ou sensationnalisées. Pour les historiens modernes, les eunuques ottomans présentent des défis méthodologiques uniques. La plupart des archives historiques ont été écrites par des élites masculines non castrées ou par des observateurs européens extérieurs, tous deux ayant leurs propres préjugés et limites de perspective. Les eunuques eux-mêmes ont rarement laissé des témoignages écrits de première main sur leurs expériences, leurs sentiments ou leurs perspectives musiques, sur leur position unique. Les documents qui existent sont principalement administratifs. Musique, des registres de salaire, des nominations, des inventaires de biens confisqués, des accusations judiciaires. Reconstruire l'expérience vécue de ces hommes nécessite de lire entre les lignes, musique, d'interpréter les silences et de combiner des fragments d'indices dispersés. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que les eunuques ottomans n'étaient pas simplement des victimes musique passive, ni de simples instruments du pouvoir impérial. Dans les limites sévères imposées musique par leurs conditions d'esclaves castrés, ils exerçaient leur agentivité, prenaient des décisions stratégiques, formaient des relations significatives et laissaient leur marque dans l'histoire musique de l'Empire. Certains utilisaient leur position pour accumuler richesse personnelle et pouvoir. D'autres étaient sincèrement pieux, musique, utilisant leurs ressources pour des œuvres de charité islamique. Masilamiques, certains étaient des tyrans cruels musiques au sein du harem, d'autres développèrent des réputations de justice et de compassion. Ils étaient, en d'autres termes, aussi variés et complexes que n'importe quel autre groupe d'êtres humains naviguant dans des circonstances extraordinaires. L'histoire des musiques eunuques ottomans nous rappelle également à quel point le monde a changé au cours des 2 derniers siècles. L'idée que l'esclavage, musique, la castration forcée et le confinement de centaines de femmes dans un harem puissent être des institutions centrales de la musique
des empires les plus puissants du monde, nous semblent aujourd'hui non seulement barbares, mais presque inimaginables. Pourtant, il ne s'agissait pas de vestiges archaïques d'un passé lointain. Le dernier eunuque ottoman est mort il y a à peine 50 ans, dans la mémoire vivante musique de personnes qui vivent encore aujourd'hui. Ce fait souligne à quelle vitesse et à quel point les normes concernant le genre, la sexualité, musique, l'esclavage et les droits de l'homme ont évolué dans le monde moderne. Dans le même temps, nous devons résister musique à la tentation de simplement condamner moralement une institution historique sans essayer de la comprendre dans son contexte. Les eunuques ottomans opéraient dans un système où l'esclavage était universel, où l'autorité politique était absolutiste, où le confinement des femmes d'élite était la norme dans de nombreuses cultures et où la loyauté personnelle envers le souverain était le principe organisateur de la société. Dans ce contexte, le système des eunuques représentait une solution logique, bien que brutale, à de réels problèmes de succession dynastique, de sécurité du harem et d'administration palatiale. Enfin, l'histoire des 200 gardiens castrés surveillant 500 femmes dans le palais de Topkapi est une fenêtre sur un monde que nous avons perdu, un monde de rituels élaborés, de hiérarchie byzantine, de pouvoir personnel absolu et de vie vécue entièrement à l'intérieur des murs du palais. C'était un monde où un enfant esclave en Éthiopie pouvait devenir le troisième homme le plus puissant d'un empire qui s'étendait de Budapest à Bagdad, d'Alger au Caucase. C'était un monde où les femmes vivaient toute leur vie sans jamais quitter un complexe architectural, où chaque interaction était médiatisée par le protocole et la surveillance, où le pouvoir s'exerçait par des murmures, dans des chambres privées, autant que par des décrets publics. C'était un monde extraordinairement différent du nôtre, et pourtant peuplé d'êtres humains, ayant les mêmes aspirations, les mêmes peurs, les mêmes ambitions et les mêmes capacités que nous. Comprendre ce monde avec toute sa cruauté et sa complexité nous aide à appréhender la diversité des expériences humaines et les multiples façons dont les sociétés ont organisé le pouvoir, le genre et la hiérarchie au fil de l'histoire. Monsieur.